Précédemment dans CIRCIR 2030. Le Maroc a un corridor logistique assez important. D'abord, le positionnement du Maroc est exceptionnel. Toute personne qui vit dans une région soit le premier commercial de sa région. Je dirais qu'aujourd'hui, le Maroc est capable d'industrialiser rapidement. Bienvenue dans CIRCIR 2030, le podcast de la CFCIM. Vous écoutez Benoît Vaillant, directeur général délégué chez Aluminium du Maroc, et Adil Zaidi, président de la Fédération de l'Automobile et vice-président de l'Association marocaine des exportateurs, ASMEX. Alors, d'après vous, quels leviers concrets permettront au Maroc de passer d'un rôle principalement productif à un rôle où se prennent aussi des décisions industrielles stratégiques ? Oui, effectivement. Alors, si on prend les choses comme elles sont, aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. À haut niveau, si on prend dans l'industrie globale et dans les grands chiffres, le Maroc aujourd'hui est plus producteur que vendeur. On sait produire, on ne vend pas encore assez. On ne vend pas encore assez parce que les centres de décision ne sont pas toujours au Maroc. C'est quand on parle de souveraineté, on a les différents types de souveraineté. On a toute la souveraineté, la souveraineté d'approvisionnement qu'il faut assurer. On a la souveraineté technologique, les brevets, les machines, etc. On a la souveraineté digitale et il y a la souveraineté de décision. Et c'est là où le Maroc doit travailler pour amener à être encore plus dans cette souveraineté de décision. Pour être dans cette souveraineté de décision, il y a toute cette partie qu'on a appelée le Made in Morocco qu'il va falloir développer, promouvoir et mettre dans le mindset. Des fois, c'est plus facile de travailler pour quelqu'un d'autre que d'aller vers le grand large. Et pour cela, il faut qu'on puisse... En fait, quand on prend ça, il faut le prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à un moment donné à avoir l'accès au client. C'est l'accès au client qui vous donne ensuite la décision en amont. Parce que vous connaissez le client, vous avez accès au client, vous connaissez ses besoins, vous faites travailler la recherche et développement, l'innovation par rapport à ses besoins, vous faites travailler les équipes pour baisser les coûts par rapport à ses besoins, et vous, en remontant dans la chaîne, vous maîtrisez effectivement ces instruments de décision. Donc, il va falloir qu'on apprenne aujourd'hui à aller vers le client, à essayer de... Pour cela, et c'est là où j'ai moi des fois un petit... comment faire? Il y a une petite différence. C'est-à-dire nous avons des écosystèmes, des locomotives qui ont excellemment réussi. C'est une réussite, mais des fois ça occulte un peu tout ce que souffre la PMI qui, elle, et c'est normal parce qu'on s'occupe des grands chiffres et la PMI ne se présente qu'avec des chiffres beaucoup, beaucoup plus petits. Et donc, et on ne va pas lui donner l'intérêt. Par contre, la PMI, un autre aspect, c'est qu'elle a le volume et le nombre. Aujourd'hui, juste pour la PMI au Maroc, si on enlève ces grandes locomotives, la PMI au Maroc, c'est 4500, 5000 entreprises qui font plus que 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. C'est moins de 2000 entreprises qui font plus de 50 millions de dirhams de chiffre d'affaires. C'est cette pépinière qu'il va falloir aider pour la faire monter en puissance, pour qu'en plus, elle puisse s'ouvrir vers le monde et aller vers des marchés beaucoup plus grands. Donc, on a une action très précise à développer. Quand je dis une action, c'est des efforts surhumains à mettre parce que c'est une vraie stratégie. Et en réalité, la PMI, si vous prenez les PMI, grosso modo, quand je parle PMI de 0 à 175 millions de dirhams, les premières problématiques sont assez connues parce qu'elles en parlent, elles le souffrent. Et c'est, comme toujours, le capital, notamment le financement du besoin en foudroiement, qui pose un sérieux problème pour la PMI. La main-d'œuvre, et quand je dis la main-d'œuvre, moi je n'ai pas peur de mettre les pieds dans le plat, c'est 3 articles à 4 articles dans le Code du travail que nous n'arrivons encore pas à faire modifier. On lutte, on y arrivera, mais pour l'instant on n'arrive pas à convaincre. Et c'est le foncier
le foncier disponible pour mettre de plus en plus du foncier disponible. Et à côté de ça, c'est pour prendre si on réussit cette gageure de faire évoluer la PMI, nous aurons un effet multiplicateur beaucoup plus important. Alors, à côté de ça, au niveau de la décision, là, je suis plutôt aussi content parce qu'il faut prendre les choses. C'est qu'à l'intérieur, il est vrai que le capital aujourd'hui dans l'automobile, le capital étranger représente 94% des fonds propres de l'ensemble des sociétés. Maintenant, l'encadrement de ces sociétés, c'est 85% des Marocains. Et ce qui est optimiste, et je vais dire, c'est 85% des Marocains, et les 15% deviennent encore plus Marocains que les Marocains. Et il relaie, c'est ce qui est bien, c'est qu'il relaie au niveau des maisons mères et des centres de décision dans les différents pays pour défendre, pour dire il faut augmenter encore plus la production au Maroc, il faut installer encore plus le Maroc. Et ça, c'est des choses intéressantes pour la prise de décision. Vous avez bien dressé la réponse à cette question. Moi, je pourrais peut-être compléter en disant, finalement, si on se pose la question de quelles sont les fonctions qui permettent de dire que le lieu d'arbitrage d'une entreprise industrielle est au Maroc, au-delà de l'activité de fabrication, moi, je reviens sur cette notion de développement, de recherche et développement, d'ingénierie, de produits, de process, puisque l'avenir d'une entreprise, c'est finalement, bien sûr, bien faire aujourd'hui ce qui est demandé par les clients, mais réfléchir aussi à ce qu'on va pouvoir leur proposer demain. Donc, c'est vraiment tout le développement. On s'aperçoit aussi que les lieux de décision sont généralement ceux où les achats stratégiques sont décidés. Donc là, peut-être qu'il faut davantage travailler ce volet-là, faire plus de ponts avec les partenaires stratégiques des industries les plus représentées au Maroc. Et puis ensuite la maîtrise de la supply chain, tout ce qui est gestion des fonds de roulement, où est-ce qu'on va arbitrer justement les décisions de confier à telle usine ou telle autre tel programme de production et pas celui-là, les volumes, toutes les quantités qui sont associées. Et puis en matière de décision, les décisions sont souvent prises dans des sièges, et c'est là où aussi on a souvent les fonctions support, d'informatique, de qualité, de conformité, l'ESG dont on parlait tout à l'heure. Et je pense que ça, c'est des sujets qui manquent encore. Et vraiment, pour que le Maroc soit plus un lieu où on fabrique, mais où on puisse arbitrer sur des décisions stratégiques, il faut qu'il y ait ces métiers-là. Il faut que les achats soient ici, il faut que la R&D soit ici, il faut que la supply chain soit là, et il faut que tout ce qui encadre, encore une fois, la libération des produits conforme, contrôlé, et ce qui environne, notamment les fonctions support, soit aussi installé au Maroc. C'est un mois. Quelle est aujourd'hui la condition la plus déterminante pour créer un déclic d'investissement industriel à grande échelle au Maroc? On a presque répondu. On a bien dressé le panorama aussi. La décision d'investissement, c'est une question de confiance. Donc, on s'est exprimé sur qu'est-ce qui permet d'avoir confiance aujourd'hui. Si je devais retenir 2-3 choses, on a aujourd'hui un environnement juridique et réglementaire qui est posé, qui est ce qu'il est, qui permet de faire du business de façon, je dirais pas forcément la plus simple du monde, mais qui permet largement de fonctionner. Donc juridique et réglementaire, ensuite économique et fiscal, qu'on n'ait pas la crainte de voir la fiscalité évoluer du tout au tout, donc que ce soit stable dans le temps, et puis on va dire un hockey
du royaume sur le fait que les stratégies industrielles, pour ce qui nous occupe, à moyen long terme, les grands métiers retenus par le Maroc, les stratégies industrielles, soient maintenues au-delà des cycles d'investissement, au-delà du retour sur investissement des installations qui se mettent en place, et que on puisse voir loin. On parle de 2030. Finalement, 2030 à l'échelle industrielle, c'est un horizon qui est très court. Donc, il faudrait peut-être rajouter encore une trentaine d'années, et qu'on puisse dire aux entrepreneurs qui réfléchissent à venir s'installer, aux sociétés déjà implantées au Maroc qui voudraient se développer. Et c'est quoi le déclic massif de l'investissement? C'est de garantir cette confiance le plus loin possible, de façon à ce que on n'ait pas à se poser la question, et que ce soit le choix du Maroc comme le choix pertinent pour déclencher ces investissements. En fait, oui, vous avez raison. Et quand on parle déclic, c'est vrai, pour un investissement, je pense que aucun investissement ne le fait sur un simple clic ou déclic. Un investissement est toujours pensé, estimé, valorisé avec ses craintes et puis sa rentabilité. Aujourd'hui, je crois qu'au niveau du Maroc, je crois que l'un des aspects les plus importants et l'un des atouts du Maroc, c'est d'abord la sécurité. Il y a une sécurité individuelle, personnelle qui est assurée. Il y a une sécurité législative qui a été démontrée. Le Maroc, une sécurité économique. Donc, il faut rappeler, et peut-être pas beaucoup de gens le rappellent, le gouvernement marocain, en 2022, quand l'ensemble des pays en Europe avaient multiplié le prix de l'énergie par 4, voire 7, le Maroc avait gardé le prix de l'électricité inchangé à 1 dirham le kilowattheure, ce qui permettait de continuer à travailler dans des conditions extrêmement à l'aise par rapport à d'autres pays. Là où beaucoup sont tout simplement arrêtés. Voilà, pratiquement ont fermé. Donc ça, cet aspect, disons, de stabilité, le Maroc y tient et la respecte. Le respect, disons, des paroles données, toutes les conventions qui sont signées gardent leurs effets, d'accord? Il n'y a pas d'impact, même si la loi de finances change, même si les conditions réglementaires changent, ça n'impacte pas ce qui a été signé auparavant, et ça, c'est quelque chose qui est tendance à rassurer. Ensuite, il faut dire les choses comme elles sont, le pays est attractif. C'est un pays qui est ouvert, c'est un pays où les gens parlent plusieurs langues, donc c'est facile pour les gens de venir, de s'installer. C'est un pays, bon, pas revenir, tout l'aspect logistique, tout l'aspect, tous les atouts qu'on a décrits auparavant, et c'est un pays où les gens apparemment gagnent bien leur vie, et c'est ce qui fait un peu que ça donne envie de continuer et à d'autres de venir. La situation géographique, les perspectives qui s'annoncent, 2030, très franchement, c'est pas un horizon pour moi. 2030 est une date avec certains, on en parlera peut-être, mais avec certains projets qui vont permettre d'être catalyseurs. Mais en fin de compte, le Maroc, lui, il avance sur les 30 prochaines années. Pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique qui est en place, et il y a des choses qui se profilent. L'ouverture avec l'Afrique, c'est une réalité qui se profile. Autre chose, le Maroc aujourd'hui est en train de devenir un bassin industriel. À un moment où en Europe, par exemple, la plupart des bassins industriels sont en train de disparaître, lui est en train de constituer son bassin industriel, et il le constitue d'une manière naturelle. On ne le crée jamais d'une façon, disons, ex nihilo, ça n'existe pas. C'est un bassin
industriel, ça se fait d'une manière naturelle et ça évolue. Les bassins industriels français, on le sait, ça a commencé dans la fin du 19e siècle, début 20e siècle. Dans nos métiers, c'est des maréchaux ferrants, c'est des forgerons qui se sont convertis, qui ont fait ça, des paysans qui ont fait ça de manière presque marginale, puis ensuite qui ont été sollicités de plus en plus, c'est devenu des professionnels, des industries, ça a augmenté. 2008, 2020 et aujourd'hui, on voit que beaucoup de bassins industriels ont été détruits. Et ce qui fait, encore une fois, l'envie n'est même, maintenant, même si on leur demandait, l'envie n'y est peut-être plus. Ça, des fois, quand on parle de réindustrialisation, c'est d'abord donner l'envie. Parce qu'être industriel, ce n'est pas facile. C'est un sacerdoce. Et il faut l'aimer et des fois être obligé. Et avoir l'envie de travailler. Très bien. Alors, question suivante. Parmi les grands débouchés, infrastructures, construction, automobile, énergie renouvelable, industrie, lesquels vous semblent offrir les perspectives de croissance les plus solides au Maroc d'ici 2030 ? Bien. L'horizon de... Voilà, il y a bien... Quel débouché ? Allons au-delà de 2030. Disons, on va faire les étapes. 2030 est une date importante. Pourquoi ? Parce qu'il y a de très grands projets au Maroc. Il y a la Coupe du Monde de football. Nous venons de sortir de la CAN. Il y a la Coupe du Monde de football. Il y a la reconstruction de l'Haus. Il y a la poursuite des autoroutes de l'eau. Il y a les grands projets ferroviaires, les grands projets touristiques et le désenclavement des zones de l'Est du Maroc. Tout ça, c'est beaucoup de travaux d'infrastructure. Qui dit beaucoup de travaux d'infrastructure, si en plus ça s'allie avec des conditions climatologiques qui deviennent un peu plus favorables, parce qu'on sort de cette année de sécheresse, et là, alhamdoulilah, on est avec une année qui s'annonce plutôt bonne. Tout ça met les clignotants au vert et tout ça va attirer une dynamique de développement. Vous savez, les secteurs qui amènent dynamique de développement, c'est l'agriculture, le BTP, l'industrie et le tourisme. À partir de là, vous avez des catalyseurs qui vont faire un coefficient multiplicateur pour l'ensemble des autres services. Des fois, on me dit le service représente 54% du PIB, l'industrie ne représente que 16%. Je dis oui, mais le service ne peut représenter 54% du PIB que parce que les catalyseurs dont on a parlé existent. C'est cet effet multiplicateur qui est intéressant. Donc tout ça va donner, pendant ces 4 ans, une formidable force pour le pays qui va en profiter. Les gens vont s'enrichir, il faut dire les choses comme elles sont. Les prix vont peut-être augmenter parce que les choses vont devenir plus intéressantes. Maintenant, où est notre challenge et qu'est-ce que nous devons surmonter ? C'est que nous devons absolument profiter pour intensifier notre industrialisation, pour intensifier notre Made in Morocco, pour faire en sorte que tous les efforts que fait le Maroc, que fait le gouvernement marocain, que fait le Maroc, restent dans le circuit marocain et montent en puissance dans le circuit. C'est-à-dire que nous devons faire en sorte que les besoins de tous ces métiers-là, de toutes ces infrastructures-là, soient faits le plus possible au Maroc et le plus intégré possible à partir du Maroc. C'est ça le challenge et c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on a peu de temps. Et une industrie ne se construit pas en 6 mois. On peut installer, je dis tout à l'heure, une industrie en 6 mois. Maintenant, le projet industriel, c'est la confiance, c'est les engagements. Il faut des contrats à moyen terme, c'est-à-dire moi, quand j'entends parler des investissements de l'État qui sont à 330, 360 milliards de dirhams par an, c'est des choses où on doit signer des contrats à 5 ans, pas à 1 an, pas avec un appel d'offres qui vient pour dire qu'est-ce que vous avez, quelles sont vos capacités, qu'est-ce que vous pouvez donner. Nous devons travailler sur un horizon de 5 ans pour préparer, parce que ce qu'on fait dans les 5 ans, on les multiplie par 50 dans les années d'après, parce qu'on aura et le savoir-faire, et les capacités, et l'envie. Et si on devait pratiquement garantir
à un investisseur français ou étranger des débouchés au Maroc et de venir investir au Maroc. On pourrait citer toujours, je pense, l'automobile et tout ce qui est autour de la mobilité électrique. Vous en avez parlé, on peut citer les infrastructures, qu'elles soient logistiques, qu'elles soient industrielles, parce qu'il va falloir aussi continuer à accueillir ces industries dont on parle et dont on a besoin. Il y a tout ce qui tourne autour des énergies renouvelables. Il y a un objectif quand même de mix énergétique qui nécessite encore de développer des parcs éoliens, des centrales photovoltaïques. Donc les énergies renouvelables sont aussi, à mon avis, un secteur qui offre des débouchés importants jusqu'à 2030 et au-delà de 2030. On en parlait encore tout à l'heure, il y a les besoins pour répondre aux pays du continent africain. Ça peut être des débouchés eu égard à la nature des relations que le Maroc a su tisser avec les autres pays africains. Et puis, ça, on le constate déjà depuis un certain temps, mais à mon avis, ça va pas s'arrêter demain. Tout ce qui est industrie de substitution aux imports, puisque le marché local se constitue, le pays est encore très jeune, donc il y a tout un tas de services qui vont venir à mesure, effectivement, de l'élévation du niveau de vie dont vous avez parlé avec, j'espère, Inch'Allah, les années de prospérité qui se dessinent devant nous, normalement. J'espère que ça va pas s'accompagner d'inflation trop importante, mais ça va forcément drainer le niveau de vie vers le haut. Et il y a une consommation de produits, de services, aujourd'hui encore majoritairement importés, qui pourraient être produits au Maroc. Concrètement, où voyez-vous déjà, ou à court terme, les principaux usages de l'intelligence artificielle, production, maintenance, qualité, supply chain, conception ou pilotage industriel? L'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle à usage de l'industrie, je pense et je vois qu'elle se dirige dans des domaines où il y a évidemment beaucoup de données, mais où les environnements sont assez normés, où les paramètres sont assez clairs, et où finalement il y a toute une foule de données, et où la rapidité de calcul va démontrer toute son efficacité. Donc ça peut être dans la maintenance prédictive, avec l'identification de tous les signaux de faiblesse ou de répétitivité des interventions, justement pour assurer une bonne disponibilité. Donc je dirais maintenance avancée, maintenance prédictive, premièrement. Deuxièmement, je dirais dans la supply chain, par exemple dans les liens entre le domaine de la prévision et le domaine du calcul de besoins. Là aussi, c'est beaucoup d'informations, une capacité à s'adapter très vite, à relancer des calculs pour proposer des ordres d'achat, des ordres d'approvisionnement. Donc le domaine donc du calcul des besoins ou du management des ressources en supply chain. Autre point où l'IA peut être efficace, c'est la planification de production. Quand on a une charge à gérer avec des moyens de production à capacité finie et où il y a des gestions de conflits, de chemins critiques, des urgences où il faut sans arrêt se réactualiser dans ces plannings de production, ça c'est un domaine où aussi l'IA va venir. Mais ce que je constate encore davantage, c'est que je pense que les modèles très larges d'IA font peur aujourd'hui et ne sont pas ceux qui sont retenus par les industriels. Moi, je pense que on va beaucoup plus vers des applications concrètes, cernées, où la donnée reste propriétaire et sous contrôle de la société qui veut intégrer de l'IA dans ses process, et aussi où les retours sur investissement
son cours, sont mesurables, du 6 mois, du 8 mois, du 10 mois. Mais globalement, aujourd'hui, on se pose plus la question de l'IA. Même les grands ERP comme SAP, comme Oracle, intègrent de plus en plus l'IA dans leurs modules et dans leurs fonctionnalités. Mais c'est ça, je dirais, maintenance avancée, calcul de besoins, planification de production. Je dirais aussi, on voit pas mal d'applications IA dans les contrôles de conformité, la reconnaissance des objets ou des produits, l'identification des défauts. Ça, c'est des applications qui se développent, surtout lorsque c'est visuel. L'IA marche bien dans ce domaine-là, je dirais. Je retiendrai au moins ces 4 domaines. Oui. L'intelligence artificielle. Je me pose la question, où est l'intelligence et où est l'artificiel? En réalité, je pense que ce n'est pas un sujet de demain, c'est un sujet où nous sommes. Et nous y avons été avant même que nous ne le sachions. En fait, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un outil et c'est un environnement. C'est un outil, c'est une immense machine à calculer, très sophistiquée, et c'est un outil qu'il faut apprendre à dompter, qu'il faut apprendre à connaître, mais en réalité, il faut surtout apprendre à être encore plus intelligent que l'intelligence artificielle. Si on ne veut pas, à un moment donné, être submergé et puis surtout être induit en erreur. Parce que l'intelligence artificielle, c'est aussi l'exploitation de données, de data. Sauf que le problème aussi, c'est que l'intelligence artificielle est capable de produire aussi des data. Et que l'utilisation de data... C'est même son rôle. Et c'est même son rôle. Et puis, ce qui veut dire qu'à un moment, on peut se retrouver dans un cercle vicieux qui peut devenir extrêmement compliqué. Les effets pervers pourront être terribles parce que multipliés à l'extrême. Donc, il faut qu'on apprenne, en réalité, il faut qu'aujourd'hui, différents opérateurs, les hommes, doivent apprendre à être des hommes agrandis. C'est pour ça que ça va nous demander encore plus. Des fois, on a l'impression que l'intelligence artificielle va nous permettre d'être paresseux et de moins réfléchir, parce qu'elle va réfléchir à notre place. En réalité, on doit être encore plus fort. Pour être plus fort, on doit se former encore plus, on doit se préparer encore plus. Donc pour vous, IA, c'est individu agrandi. L'IA permet l'individu agrandi. C'est indissociable de l'individu. Sinon, ce serait trop... Et c'est un environnement. Parce qu'en fait, même si on essaie dans nos propres environnements de dire on va cantonner l'utilisation de l'IA, l'IA sera importée parce qu'on a acheté une machine, parce qu'on a acheté un logiciel qui, lui, fera appel à l'IA dans les deux sens. Pour vous, mais en prenant de chez vous, pour ailleurs aussi. Absolument. Et donc, cet environnement-là, il faut vraiment, à un moment donné, arriver... Ça va être très compliqué, mais il va falloir qu'on apprenne, il va falloir former les gens. Et la future génération, à la limite, la future génération doit être encore mieux formée pour essayer de monter au-dessus de tout ça et pouvoir avoir une vision panoramique pour pouvoir utiliser l'IA à sa mesure et en faire à ce moment-là une force. Parce que, comme toute chose, le feu au début ça brûlait et puis l'homme a appris à le maîtriser. L'IA, c'est le feu avec quelques siècles de plus. Et c'est là le paradoxe, vous l'avez bien signalé, c'est que l'IA, elle va générer son propre apprentissage à mesure qu'elle s'enrichit des expériences des uns et des autres. À partir de ce moment-là, se pose la question justement du contrôle de ces données, de son savoir-faire, parce que certes, ça va créer un bassin de connaissances, mais en attendant, où passent nos process, où passent nos avantages et notre savoir-faire que parfois on a mis des décennies à mettre en place, à bâtir, et qui font aujourd'hui la force de l'entreprise. Donc, à la fois, ces modèles larges et générateurs de connaissances et d'expériences font peur, et donc on voudrait s'en protéger en cantonnant des applications ou des développements spécifiques à certaines applications et dans l'environnement et dans le contexte de sa propre entreprise. Mais à ce moment-là, on se couperait
de la force de l'IA, qui est justement de s'inspirer, de s'enrichir d'un contenu beaucoup plus global et même parfois mondial. Donc c'est cet arbitrage qu'il va falloir négocier. Je pense qu'on est en plein dedans. Peut-être que ça commencerait justement par, je pense, un usage raisonné et raisonnable à petite échelle pour démontrer son efficacité. On a parlé de confiance depuis le début et je pense qu'aujourd'hui, l'IA n'inspire pas forcément confiance, en tout cas dans le monde de l'industrie, par rapport à des questions de savoir-faire, justement de brevets, de compétences spécifiques. Il y a cette question-là, et puis cette question de savoir si vraiment elle démontre un retour sur investissement. Je ne suis pas sûr qu'on nous laissera gérer ça, nous cantonner et mettre les barrières là où il faut. En fait, ça va nous échapper. Je pense que de la même manière qu'aujourd'hui, votre smartphone, vous n'avez même plus la possibilité de gérer votre puce, elle est intégrée. On vous empêche. La technologie, le fait que ce soit connecté, la connexion tout azimut, fait que vous ne maîtrisez, le voudriez-vous, que vous ne pourrez pas le maîtriser. Par contre, il va falloir savoir l'utiliser. Je pense que ceux qui aujourd'hui commencent à utiliser l'IA et à travailler avec les différentes applications d'IA voient très bien, ceux qui le font, que c'est 15 allers-retours avec l'IA avant d'avoir un document cohérent. Celui qui prend le premier document émis par l'IA, première étude. D'ailleurs, on a un exemple fameux il y a quelques jours où une grande société de conseil s'est vue condamnée à rembourser parce qu'elle avait produit un document entièrement par IA et qui s'est révélé truffé d'erreurs et de fautes. Alors après, on va dire ça va s'améliorer. Mais même si ça s'améliore, je pense qu'on ne fera pas l'économie. Et pour nos enfants, pour les gens, d'avoir une formation spécifique à l'IA, de manière à pouvoir savoir communiquer avec ces IA, c'est-à-dire devenir cet homme agrandi. Maintenant, au niveau de l'industrie, bien entendu, il y a des applications. Il y a tout ce qui est réalité virtuelle agrandie, pour pouvoir assister les opérateurs, les aider, les guider vers, au lieu de faire du contrôle, c'est de l'autocontrôle et connaître un peu plus tout ce qui est formation, tout ce qui est conception. Mais là aussi, tout ce qui est conception, ce sera des allers-retours avec l'humain, mais de manière à rendre l'humain encore plus fort, encore plus rapide. C'est la rapidité, il va gagner en rapidité. Mais il doit monter en puissance et en dimension. C'est un peu ça le challenge pour moi de l'IA, mais ça va tellement vite, ça évolue tellement vite, et puis des fois, on n'a pas le temps de tout contrôler parce qu'on n'a pas la vitesse de la machine. Donc c'est pour ça que être en face de la machine serait une erreur, il faut l'utiliser comme elle est. Par contre, essayer d'augmenter la vision globale, et de se mettre à un endroit où on peut avoir les contours, c'est là où il va falloir trouver la solution. Mais des applications de l'IA, on y sera, on les utilisera, forcé et contraint, il faut savoir savoir les contrôler. Ah. Ça, c'est la bonne question, celle-là. La question qui tue. La question qui tue. Alors, grâce aux dispositifs publics, notamment la charte d'investissement, qu'est-ce qui fait vraiment avancer l'investissement industriel? Qu'est-ce qui fait vraiment avancer l'investissement industriel? Et qu'est-ce qu'il faut encore débloquer d'ici 2030? Bien. Alors, l'investissement industriel. Effectivement, nous avons la charte de l'investissement. Rapidement, pour l'expliquer, la charte de l'investissement, c'est un ensemble de procédures, notamment basées sur des subventions, par rapport à des objectifs qu'a l'État pour promouvoir l'investissement. Alors, il y a des critères concernant l'emploi, concernant le genre, concernant la région et concernant les secteurs prioritaires. En fonction d'un investissement qui répond à ces critères, vous avez une espèce de millefeuille,
et on vous donne une subvention sur l'investissement qui va de 0 jusqu'à 30% maximum si vous cumulez l'ensemble des critères. Voilà, globalement. Avec des plafonds avec des plafonds en valeur et puis c'est fait pour la grande entreprise, la moyenne et grande entreprise et pour la TPME avec des procédures plus facilitées pour la TPME. Maintenant, moi ici, pour aider bien, je dis 2 conditions qui me semblent importantes pour la réussite. D'abord, une unicité de décision, qu'il n'y ait pas beaucoup d'instances à laquelle se diriger. Et la deuxième, il faut que le versement de cette subvention soit concomitant aux besoins. Ne pas être dans les anciennes procédures où vous financez d'abord et on vous rembourse ensuite. Un industriel, quand il fait son investissement, il a besoin des ressources au moment où il va faire son investissement, pas après. S'il l'a fait, il oublie la subvention parce qu'il est en train de se préoccuper d'autre chose, il est passé à autre chose. Donc ça c'est une chose importante. Mais moi, ça c'est la deuxième aspect de la charte de l'investissement qui doit être développé, c'est tout l'aspect facilitation de l'environnement des affaires. Et c'est là où nous attendons beaucoup avec le gouvernement, avec les CRI, comment faire en sorte pour que l'environnement des affaires soit encore plus facilité. Il est vrai que le Maroc est passé de la 120e place à la 51e place de Doing Business, mais il n'a pas été remplacé par autre chose. À mon avis, moi je pense qu'on aurait pu au niveau national garder les mêmes critères et au moins et à partir d'un barème se situer, mais c'est pas plus mal. Il faut qu'on avance dans l'amélioration de l'environnement des affaires. Et pour arriver à un moment, moi je dis de manière très simple, il faut qu'on arrive à un moment où dans notre pays, pour pouvoir promouvoir l'investissement et surtout l'investissement industriel, il faut qu'on change de paradigme. Aujourd'hui, c'est toutes les entraves administratives que vous pouvez avoir pendant que vous faites votre investissement et qui peuvent être très rédhibitoires. Il faut qu'on change ce paradigme, c'est-à-dire il faut qu'on passe aujourd'hui, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, il faut qu'on passe à tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Il suffit juste qu'on essaye de changer ça et qu'on le mette peut-être dans un décret et vous verrez que beaucoup de choses iront beaucoup mieux et on encouragera beaucoup de monde à investir. Parce que l'investissement, dans un premier temps, et par-dessus tout, c'est d'abord sa rentabilité. Si un investissement est rentable, il se justifie, les gens foncent et le font. C'est pas parce qu'on leur donnera une subvention qu'ils vont le faire. Ils vont le faire parce qu'ils sont convaincus de sa rentabilité. La subvention, elle est là pour aider. Donc, la charte de l'investissement, oui. Le fait qu'elle ait été mise en place assez rapidement, oui. Le fait que, pour la première fois, dans cette loi, la loi et les décrets d'application ont été promulgués en même temps, tout ça, c'est extrêmement positif. Maintenant, il faut que, dans l'aspect opérationnel, que ce soit bien accompagné, et surtout, l'environnement des affaires. Et on reprend le fameux triptyque dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait la confiance. Vous avez le financement du BFR, vous avez le code du travail et 4 articles du code du travail, c'est pas et le foncier disponible. Et quand je dis disponible, à la limite, que ce soit dans une zone industrielle aménagée, tant mieux, mais même si c'est pas dans une zone industrielle aménagée, qu'on facilite les choses pour que les gens qui ont envie de travailler et de faire de l'industrie. Par exemple, dans les parcs industriels de la Chambre française. Par exemple, qui sont aménagés et bien structurés. Je pense que vous avez parfaitement dressé et répondu à tous les aspects de la question. Donc, moi, j'ai envie de dire que finalement, les choses sont claires sur cette charte d'investissement. Les dispositifs incitatifs, la performance attendue avec ce que vous avez dit, l'emploi, la valeur ajoutée qui est demandée, qu'elle soit en cohérence avec les métiers mis en avant par le Maroc. Tout ça, c'est presque derrière nous. Mais maintenant, est-ce que on saurait évaluer l'efficacité de ce programme-là?
combien il y a de subventions qui effectivement sont mises à disposition. Moi, j'ai l'impression qu'on a fait un cadre, qu'on a communiqué dessus, et que maintenant, il est urgent de passer à l'opérationnalisation. Mais celle-là, elle est encore compliquée, parce qu'effectivement, l'accès au foncier ou des délais administratifs sont parfois un petit peu longs. Peut-être qu'il faut encore travailler à faciliter ça. Dès lors qu'on s'est inscrit dans un programme, la phase de concrétisation, d'opérationnalisation doit être bonne. Donc il y a beaucoup de mesures qui sont mises en place dans ce sens-là. Et un des éléments clés, c'est aussi que les acteurs locaux, vis-à-vis des acteurs nationaux, se mettent vraiment en cohérence et en meilleure coordination avec les opérateurs pour que justement cette chaîne puisse aller jusqu'au bout. Puisque comme vous avez dit, généralement les projets d'investissement, en tout cas ceux qui sont conditionnés ou qui reposent sur une subvention pour une partie prépondérante, eux ne se feront pas. En revanche, c'est un coup de pouce non négligeable qui permet justement de faire en sorte que ce projet soit rentable et rentable plus vite et rebondisse demain sur un deuxième projet. Donc il faut que ces dispositifs, ils ne tardent pas à être mis en place. Dès lors qu'ils ont été agréés, le reste doit suivre facilement. Tout à fait. On va voir l'opérationnalisation. Et puis, je pense que pour la réussite de ce programme, c'est aussi un peu qu'on redéfinisse les indicateurs de performance du programme. On garde les mêmes indicateurs, les créations d'emplois, le nombre d'investissements. C'est du statique, c'est pas du dynamique. Il faut qu'on aille d'une manière plus... Premièrement, qu'on va dire cette charte marche ou ne marche pas par rapport à la progression du PIB et progression de la valeur ajoutée globale. Donc déjà, parce qu'elle aura ses effets directs et indirects. Et puis, c'est un peu ça. Et puis, qu'on revoit les indicateurs, disons, individuels de chaque entreprise, mais plutôt par rapport à la valeur ajoutée, par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires, par rapport à des performances qui soient industrielles. Et l'autre aspect, c'est le déblocage. Des fois, à titre personnel, je dis, il serait peut-être plus intéressant que quand on fait et qu'on demande une subvention, que cette subvention, ce soit l'achat d'une machine critique directement, ou l'achat d'un moule, ou l'achat de quelque chose, plutôt que de donner une enveloppe monétaire à la fin. Il faut que ce soit quelque chose qui va débloquer un problème patent et bien délimité et qui est critique pour l'investisseur. Bien, parler de la CFCIM, en fait, pour ce que je sais, la CFCIM est une vraie institution au Maroc. C'est la Chambre de commerce française d'industrie française au Maroc, mais c'est converti en une vraie institution. D'ailleurs, je pense, d'après disons, ce que je sais, c'est peut-être la chambre la plus importante de toutes les chambres françaises à l'étranger, à travers le monde, et de très loin. Donc ça montre, le dynamisme de ses dirigeants, le dynamisme de la communauté économique française au niveau du Maroc, et de la force des relations entre le Maroc et la France. Et la Chambre française de commerce et d'industrie au Maroc a toujours joué un rôle de rapprochement, de développement des affaires pour les deux pays. Aujourd'hui, elle a pris des positions extrêmement fortes et à un moment même courageuses. Elle s'installe à El Ayoun. Elle est présente dans l'ensemble des villes du Maroc. Elle a accompagné les investisseurs français et marocains à travers des zones industrielles aménagées modernes. Elle joue pleinement son rôle et c'est ce qui fait... Alors, des fois, quand on parle même dans les relations d'affaires entre la France et le Maroc, aujourd'hui, j'entends aussi, je lis, la France n'est plus le premier partenaire du Maroc au niveau économique, c'est l'Espagne. Maintenant, vu ma position, des fois je corrige aussi, je dis attention. Tout ça, il faut le voir aussi d'une manière globale. Si l'Espagne aussi s'est convertie en premier partenaire,
c'est aussi parce que certaines locomotives françaises ont amené beaucoup d'affaires avec les Espagnols. Et donc, je préfère voir cette relation méditerranéenne qui est extrêmement performante parce que tout le monde en profite et tout le monde gagne. Et aujourd'hui, je pense que la Chambre française de commerce a encore un rôle encore plus fort à jouer parce que nous avons une complémentarité. On a parlé tout à l'heure des bassins industriels. Aujourd'hui, le Maroc est une plateforme industrielle, est un bassin industriel et un bassin industriel haut niveau et qui existe. Au niveau de la France, il y a des opportunités pour des gens de venir au Maroc pour faire de l'industrie qu'ils ne peuvent plus faire en France. Et ça, même si au niveau des fois, on va dire, d'ego nationaliste, ça ne plaît pas toujours, mais il faut être disons, concret et voir où est l'intérêt et qu'est-ce qui peut amener. Mais par contre, ce qui est intéressant, comme le montre Renault, c'est qu'aujourd'hui, elle fabrique des voitures au Maroc. Mais il y a tout un ensemble, comme je vous ai dit, ici, c'est 45% de la valeur ajoutée. Mais il y a tout un ensemble qui est en train de se développer dans les ateliers, dans les bureaux, en France et ailleurs, et qui constitue 55%. Mais s'il n'y avait pas cette complémentarité, s'il n'y avait pas cette force que le Maroc a pu apporter, ça n'aurait pas pu réussir. Et à la limite, on a vu des marques qui ont totalement périclité et disparu parce qu'on n'a pas eu cette force. Donc je crois que cette présence de la CFCIM montre cette force du partenariat franco-marocain. Il faut dire les choses comme elles sont. On a une relation séculaire et on a une relation importante économique et culturelle. Et il faut qu'on en profite. Quand on parlait de l'homme agrandi, le fait d'avoir une culture avec d'autres pays, ben ça nous agrandit encore plus. Absolument, absolument. Merci d'avoir rappelé et insisté sur ces éléments. Effectivement, la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc, c'est la plus importante de par le monde. C'est aussi la plus ancienne, c'est aussi la plus riche en nombre de collaborateurs et collaboratrices, et elle ne bénéficie d'aucun subside de l'État français. Donc elle est obligée sans cesse de se réinventer, quand bien même elle est âgée, elle est plus que centenaire, et de créer des métiers qui vont dans le sens du souhait des politiques, des autorités, des politiques publiques marocaines, pour contribuer en fait à créer un climat d'affaires propice, avec des parcs industriels, avec des instituts de formation, avec une batterie de produits et services qui sont là pour les entreprises adhérentes, celles qui souhaitent aussi rejoindre et bénéficier du savoir-faire de la Chambre dans l'appui à l'investissement, à la création d'entreprises. Et cette Chambre, par rapport à tous ces projets d'investissement, une des vocations, c'est aussi de jouer les entremetteurs ou de créer du lien entre les entreprises marocaines entre elles, entre les entreprises du Maroc vers la France, réciproquement de la France vers le Maroc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, et c'est pas si ancien que ça, on accompagne vraiment des entreprises marocaines à s'implanter en France, de même qu'on continue et qu'on continuera toujours à proposer des opportunités d'affaires et à créer un cadre propice aux investisseurs étrangers, notamment français, pour venir s'installer au Maroc. Donc c'est vraiment un des traits d'ADN de cette CFCIM que de se poser en facilitateur, en trait d'union, à la fois dans la préparation, dans l'accompagnement et dans le suivi des entreprises qui lui font confiance en décidant d'y adhérer. Et on est ravis de voir la relation et le regain de la relation, l'envie de travailler ensemble, parce que ça, c'est un des premiers moteurs qui motive tous les collaborateurs, collaboratrices de la Chambre, et qui leur donne envie justement de créer du contenu,
Vous savez, ça peut être aussi l'organisation de mise en relation sur des thématiques variées, des éclairages régionaux sur certaines thématiques. On parlait de l'IA tout à l'heure. Il y a des conférences, il y en aura une le 12, mais ensuite il y en aura un peu dans toutes les régions, parce que c'est vrai que la CFCIM a accompagné la politique de développement régional du Maroc. Et donc, il y a ce climat d'affaires, il y a la création, il y a la mise en relation, l'identification de débouchés, mais il y a aussi tout ce qui fait l'éventail d'un management efficace de société, avec le partage d'idées et avec, encore une fois, tous les éclairages, même y compris au-delà de son propre métier, et que la CFCIM peut proposer avec encore une fois, la richesse de ses collaborateurs, de ses administrateurs, de ses correspondants, de tous les gens qui travaillent dans ces commissions et qui ménagent pas leurs efforts justement pour apporter de la valeur ajoutée et faire en sorte que ces décisions d'investissement, elles se fassent et qu'il y ait du business sécurisé et qui se fasse avec plaisir entre la France et le Maroc et entre le Maroc et la France. Bien, Monsieur Vaillant, Benoît, merci de m'accueillir ici au sein de la CFCIM. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger, à plonger un peu dans les arcanes de l'industrie marocaine. Et puis, je pense que tous les deux, étant des hommes de terrain, plus habitués aux chaussures de sécurité, aux EPI, que les costumes cravates, encore que je garde mon costume cravate même à l'usine, et que nous avons pu débattre en partant du terrain et en soulevant les problématiques du terrain. Et je crois que c'est ce qui manque des fois, parce que des fois, quand on prend trop de hauteur, on oublie de voir ce qui se passe en bas. Monsieur Zaidi, merci. C'était vraiment un plaisir de vous accueillir à la CFCIM, et aussi un honneur parce que personnellement j'ai beaucoup d'admiration pour vous, ce que vous avez pu faire, les projets importants auxquels vous avez participé. Je crois que vous avez réellement laissé votre nom et votre empreinte sur pas mal de sujets qui caractérisent la façon dont on fait du business aujourd'hui au Maroc. Donc c'était un plaisir. J'espère qu'on a pu effectivement parler concret, et puis je vous souhaite de continuer à développer. Je pense qu'il n'y a jamais rien qui vous arrêtera à développer, à inventer des nouveaux produits, des nouvelles solutions. En tout cas, c'était un plaisir et je vous remercie beaucoup. Merci. C'était CIRCR 2030, podcast de la CFCIM. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur nos plateformes Spotify, SoundCloud, Deezer et YouTube. On se retrouve très bientôt pour le prochain épisode.